Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS par exemple ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc, faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous. Et maintenant, place à l'invité du jour. Bonjour. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Nicolas Desvar. Nicolas, bienvenue. Salut Sophie. Alors Nicolas, tu es vétérinaire, diplômé de Liège en Belgique en 2009. Tu as repris la clinique vétérinaire de ton papa suite à tes études. Tu t'es investi corps et âme dans ce projet qui te tenait beaucoup à cœur, tellement que tu as fait un burn-out qui a été un véritable électrochoc pour toi et a transformé ta trajectoire. Aujourd'hui, tu te consacres à ta chaîne Veto Plus, une chaîne dédiée à explorer les multiples facettes de la profession vétérinaire. Nicolas, tu es aussi papa de 2 enfants, marié à une vétérinaire et formateur en physiothérapie. Exactement. Alors Nicolas, j'ai assez parlé, je te passe la main, dis-nous tout, quel petit garçon étais-tu, comment t'es-tu décidé à devenir vétérinaire, comment s'est dessinée ta destinée tout simplement. Alors moi j'ai baigné depuis que je suis tout petit dans le monde vétérinaire, le plus longtemps que je me souvienne. On vivait au-dessus de la clinique, donc mes parents étaient au sous-sol, dans le garage, leur clinique était là. Donc on descendait pour tenir les instruments quand on faisait des ovarios, les écarteurs. On réanimait les chiots. Je suivais mon père dès l'âge de 6-7 ans quand on faisait des vélages, des césariennes. Donc j'ai toujours baigné dans le monde véto. Voilà. Et puis on mangeait du véto matin, midi et soir. Et loin de me dégoûter en fait du métier, moi ça m'a plus attiré. Voilà. D'accord. Donc t'as toujours voulu être véto, ou bien à un moment donné tu t'es dit peut-être autre chose, tu t'es penché sur d'autres professions, ou c'était unanime pour toi? Alors pour moi mes rêves c'était être soit vétérinaire, pompier ou médecin, mais plus urgentiste. C'est toujours dans le même but, c'est d'aider les gens et puis de servir tout de suite. Et puis peut-être un peu le côté sauveur. D'accord, qu'on peut retrouver sans doute chez pas mal de vétos et d'ASV d'ailleurs. Exactement. Bon, j'ai fait les deux. J'ai été pompier pendant plus de 15 ans et puis j'ai assisté avec en tant que pompier les médecins du SMUR. Donc j'ai réalisé un peu mes 3 rêves. Ouais, super. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire qui ont pu faire toutes les professions qui s'étaient fixées au début. Dis-moi, pendant
pendant ton parcours, donc ta trajectoire de véto, ta formation et ton parcours, on va dire, jusqu'à ta période de burn-out, quelles sont les choses qui t'ont particulièrement porté, qui t'ont été particulièrement utiles pendant ton parcours pour progresser, pour te nourrir? Alors, qu'est-ce qui m'a particulièrement nourri, c'est de travailler avec d'autres personnes, que ce soit les assistantes vétérinaires, les propriétaires d'animaux m'ont beaucoup aidé, certains professeurs, et puis c'est vrai que les bons moments, les mauvais moments, l'écoute des gens, tout ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu as rencontrées qui t'ont paru immédiatement ou au fur et à mesure particulièrement difficiles dans le métier, dans ton métier? Alors pourtant j'y étais habitué, mais la souffrance des propriétaires, le fait des fois d'être incapable de soulager certains animaux, la douleur des gens, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment pris sur moi, et puis peut-être mon côté hypersensible, de devoir gérer mes émotions. C'est vrai que vis-à-vis de certaines personnes, ça a été compliqué. Et ça, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte tout de suite? Je me suis rendu assez vite compte que j'avais du mal à gérer ces événements, mais le plus difficile, c'était lors des euthanasies. Et chaque euthanasie, en fait, j'avais du mal en fait à supporter les choses. Et puis, je pense que ça s'est aggravé avec le temps. Et puis, après cette gestion de la mort, l'acceptation, c'est vrai que c'était compliqué. Puis le fait de pouvoir donner la mort ou d'être le choix, en fait, le choix ultime pour certains patients. Ouais, c'était compliqué. D'accord. Et est-ce que tu as trouvé, tu dis que ça s'est plutôt aggravé avec le temps. Du coup, j'imagine que la réponse est non, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que tu as été à la recherche de choses qui pouvaient potentiellement t'aider sur cette gestion de la mort, de l'euthanasie du client? J'ai suivi justement certains livres, certaines formations qui m'ont aidé, mais même avec les formations, peut-être vu l'état empathique où j'étais à ce moment-là, mais non, ça n'a pas suffi. J'ai cherché quand même certaines réponses. D'accord. Alors, bien sûr, on va avoir l'occasion d'en parler et c'est, j'imagine, des facteurs qui ont été aggravants pour ton burn-out. Mais j'aimerais, avant d'aller sur ce sujet, te poser la question de retourner sur l'histoire des pompiers, parce que ça m'intrigue. Et je voulais savoir s'il y a des choses qui, justement, dans cette pratique, qui t'ont particulièrement aidé, du coup, dans ton quotidien de vétérinaire. Ah, ce qui était passionnant dans le métier justement de pompier, c'était le côté urgence, le côté de travail en équipe, le fait j'ai eu la chance de diriger aussi certaines personnes avec des profils complètement multiples, et c'est à la fin de se connaître par cœur, et puis même pas se parler, chacun était à sa place, et puis on arrivait à faire des choses que seul on ne ferait pas. Il n'y avait pas besoin de donner des ordres, et puis ça avançait comme ça. Il y avait, même dans les moments les plus durs, on arrivait même après à plaisanter sur certaines choses. Il y avait vraiment le côté équipe qui me plaisait énormément dans le côté pompier. J'ai beaucoup appris. Tu passais combien de temps sur ce métier? Tous mes week-ends de libre, et puis toutes mes nuits en général. Ah oui, c'est un vrai double métier du coup. Exactement. C'était une deuxième famille. Oui, on entend beaucoup ça sur ce genre de métier, pompier, l'armée, double famille. Et pour ceux que ça intéresse, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu y es arrivé en fait? C'était un rêve bien sûr, mais concrètement, comment t'as fait pour te joindre à l'équipe de pompiers? Alors c'était encore grâce à mon père qui était vétérinaire sapeur-pompier, et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le camion rouge, pas seulement vis-à-vis des incendies, mais aussi je les voyais sur les interventions, l'uniforme, le côté ils étaient toujours en forme, toujours le sourire, et puis le fait de donner justement secours aux gens, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc à l'âge de 16 ans, je me suis engagé. C'était pas forcément
facile parce qu'on allait déjà en intervention à l'âge de 16 ans. Bon, on était encadré, mais on était un peu jeune, donc on se prenait un peu la réalité de la vie en pleine face. Et puis ça m'a permis de grandir aussi très rapidement. Voilà, donc engagé à 16 ans, formé pendant à peu près un an et demi, et puis après directement sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est tout, tu n'en fais plus, hein, c'est ça? Non, malheureusement, plus le temps, et puis c'est vrai que ça demande beaucoup d'engagement, et c'est vrai qu'en tant que père de famille, le métier en plus, c'est vrai que on a un manque de temps qui ne permet pas justement d'être disponible pour ça. En tout cas, moi, pour ma part, aujourd'hui. On verra bien plus tard, mais pour l'instant, c'est impossible. Au bout de un peu plus de 10 ans, j'ai pas mal bossé, peut-être un peu trop. Et à un moment, j'ai eu une sorte de crise d'appendicite. Pour moi, c'était une crise d'appendicite à 40 ans. Et sauf que le médecin m'a dit que c'était pas seulement une crise d'appendicite, c'était surtout un burn-out. Et là, je me suis posé beaucoup de questions que je m'étais jamais posées jusqu'à présent. Et puis donner du sens en fait justement à ce que je faisais. Au même moment, il y avait une cinquième personne, cinquième étudiant que j'avais côtoyé qui s'était suicidé. Et ça m'a foutu une grosse claque et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aider la profession. Voilà, donc une recherche de sens assez importante. Donc j'ai cherché plutôt que de tout le temps dire plus jamais ça, me dire qu'est-ce que moi personnellement je peux aider dans la profession pour essayer de faire changer les choses, et essayer d'éviter justement de trouver des solutions par rapport au mal-être des vétos, et puis pas attendre qu'un ami, qu'un collègue, éviter ces choses-là. Voilà. Donc, d'où l'idée de créer Veto Plus. Et est-ce que tu peux rapidement nous pitcher Veto Plus? J'espère qu'on aura l'occasion de reboucler dessus peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais pour ceux qui connaissent pas. Alors Veto Plus, donc c'est né justement de cette colère justement vis-à-vis des suicides chez les vétérinaires, hein, de ce mal-être. Et l'idée, ça a été de créer des vidéos pour aider les vétérinaires, mais je me suis dit que si jamais on parlait que de dépression, de burn-out, de mal-être, ça va pas forcément parler à tout le monde, et c'est un format qui est un peu dépressif, donc ça donnerait plutôt ça va pas aider la profession. Donc je me suis dit plutôt que juste aider, ça passait aussi par divertir, par apprendre, par éduquer, justement, en donnant justement des petits tips, en donnant du lien justement à notre profession qui en manque énormément. Voilà. Super. Donc, comme tu sais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donner une tournure, trouver des solutions et donner une tournure positive, créer un média positif. C'est très chouette. Alors, je reboucle vers cette partie un peu douloureuse du burn-out. D'ailleurs, je vais reboucler déjà un peu plus loin parce que tu as parlé enfant d'être baigné dans ce milieu vétérinaire avec des côtés positifs et négatifs. Est-ce que tu te rappelles, peut-être enfant ou avec du recul, ce qui te semblait être ces côtés positifs et négatifs? Le côté positif, c'était les bons côtés de la profession, c'était justement les naissances, hein, justement j'allais dire le côté un peu sauveur de la profession. Je voyais mon père, les gens qui remerciaient, les gens où c'était le dernier recours, les gens qui apportaient des cadeaux, les gens qui le remerciaient, partir en intervention avec les vélages, avec les césariennes, toutes ces choses-là où il y avait un animal qui était mal en point et puis qu'on arrivait à relever juste en partant. Ça, c'était vraiment les points positifs. Les points négatifs, c'était les horaires à rallonge, les repas où il n'était pas présent, les urgences la nuit, la fatigue, les vacances qu'on passait pas ensemble. Mon père travaillait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc il était tout le temps de garde. Donc on passait rarement des moments ensemble. Donc c'était un peu une passion pour lui, mais en même temps un sacrifice personnel et puis familial. Donc ça, c'était vraiment les mauvais côtés.
des éléments qu'on entend encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, je pense. C'est pas Oui. des choses qui ont sans doute pas changé et sans doute peut-être empiré. Tout à fait. Sur certains niveaux. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, t'as mentionné le fait que le médecin a identifié non seulement l'appendicite, mais aussi le burn-out. Et je pense que ça, c'est important aussi d'en parler parce que beaucoup de burn-out arrivent un peu par surprise. Et je voudrais savoir, et d'ailleurs ça a été une surprise pour toi, hein, vu ce que tu dis, qu'est-ce que le médecin a identifié qui lui a fait, qui lui a fait poser le diagnostic, parce que clairement c'est un diagnostic, hein, de se dire qu'on est en burn-out. Qu'est-ce qu'il a évoqué à l'époque? Alors, il me demandait si jamais je dormais beaucoup, du moins, et puis je lui disais que je dormais plutôt 3-4 heures par nuit au maximum, des problèmes de dentaires, des problèmes digestifs, des ulcères de l'estomac, que je posais en lui disant que j'avais pas trop le temps non plus de m'arrêter et qu'il fallait que je retourne au boulot. Et là, il m'a demandé ma profession et il m'a présenté un de ses collègues qui en était justement, qui ressortait d'un burn-out, qui avait fait des problèmes cardiaques. Et je crois que le déclic, ça a été surtout qu'il m'ait dit, vous allez pas passer la cinquantaine si jamais vous levez pas le pied. Et là, ça a été un peu l'électrochoc. Et donc tu t'es rentré chez toi, je suppose. Et ça a été quoi ta réaction? Donc tu as eu un électrochoc en te disant oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quelle a été ta réaction suite à ça en rentrant chez toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est une remise en question importante en me disant je donne tout en fait pour ma profession, pour mes patients, et je pense que c'est comme si jamais tu étais dans un avion et puis tu donnais l'air aux autres et puis tu t'occupes pas de toi. Et donc à un moment je me suis dit soit je laisse complètement tomber et puis ça va se passer la cinquantaine, je serai plus là, et puis soit je m'occupe un peu plus de moi pour mieux m'occuper de ma famille et puis m'occuper mieux de ma vie. Et j'imagine que tu as dû faire un peu le point, prendre un peu de recul. Est-ce que à ce moment-là, une fois que le médecin t'avait expliqué, une fois que tu avais pris un peu de recul, tu t'as vu un peu plus les signes prodromaux, on va dire, précurseurs du burn-out, que tu avais évidemment, j'imagine, complètement occulté? Ah, tout à fait. Mais en fait, quand on a la tête dans le guidon, on voit rien. Une fois qu'on s'arrête, qu'on regarde autour de soi, oui, on se rend compte que oui, ça fait pas mal de temps que j'allais chez le dentiste parce que j'avais tendance à serrer les dents tout le temps, à ne plus du tout dormir. Des ulcères de l'estomac, je me disais que c'était normal d'avoir des ulcères de l'estomac dans notre profession. Et puis c'est vrai que les maux de crâne, les crises d'anxiété, je l'avais tout le temps, mais ça me semblait d'une normalité totale. Et en discutant avec d'autres personnes, ils m'ont dit que c'était complètement anormal. Et est-ce que à l'époque, tu m'as un peu devancé sur le commentaire, mais d'en parler à d'autres personnes, est-ce que, donc avant que ça n'arrive, est-ce que tu parlais de ça, de ces états-là à d'autres personnes, ou est-ce que juste tu voyais un peu comment la profession se passait autour de toi et tu te disais c'est normal? J'en parlais pas du tout, et puis je trouvais ça, moi mon modèle ça a toujours été même si jamais ça va pas, on serre les dents et puis on avance. J'avais comme modèle un peu mes parents à travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et je me disais, est-ce que même moi j'ai le droit de me plaindre quand je suis fatigué? Même des gens qui, je trouvais même pas avant le temps partiel normal, ou le fait de pas assumer ses gardes, ou de pas comment dire, travailler 24 heures sur 24 et puis pour plus quoi. C'était anormal pour moi de pas travailler, en fait, de pas travailler, faire 6 jours sur 7, et puis prendre 2-3 gardes par semaine. Et c'était anormal pour toi parce que quoi?
C'était anormal pour moi de me plaindre hein, parce que je me disais que j'étais plutôt, j'avais de la chance d'avoir une profession comme je Mhm. l'avais, une structure qui marchait très très bien, 2 enfants qui étaient en parfaite santé, une femme voilà qui est mon associée où tout va bien donc j'avais pas à me plaindre et puis bah que si jamais on veut quelque chose bah faut travailler, faut se battre et puis la souffrance est normale. Hmm. Alors je vais élargir un peu ce que je vais. Moi, j'ai envie de te poser plein de questions, mais j'ai envie d'élargir un peu peut-être le débat, sortir la conversation de juste autour de toi. Euh, est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que ça c'est des choses qui sont liées à une personnalité qu'on retrouve, à des personnalités qu'on retrouve dans la profession vétérinaire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on nous inculque, qu'on nous enseigne à l'université? Est-ce que ce sont des choses qu'on nous enseigne entre guillemets pendant notre parcours de carrière? Quel est ton avis là-dessus? Je pense que durant nos études, hein, on nous en parle jamais justement du bien-être. On parle beaucoup du bien-être des animaux, mais on parle pas du bien-être des vétérinaires et puis de savoir un peu lever le pied et puis faire attention à soi. Moi, on m'en avait jamais parlé. Hein. Le mot burn-out, je l'ai appris que très très tard. Dépression. Pour moi, c'était des gros mots et que ça existait dans la profession, mais c'était, je vais pas dire normal, mais ça allait de soi. Mais oui, normalement, c'est une profession où on n'a pas trop le droit de se plaindre parce que on est le soignant, mais on peut pas être malade en même temps. Et ça, le fait qu'on n'a pas le droit de se plaindre, ça vient d'où, tu penses? Peut-être t'as pas de réponse, hein, mais. Le fait qu'on n'ait pas le droit de se plaindre, je sais pas, parce que c'est peut-être une façon dont on accueille souvent avec les propriétaires des animaux un peu les plaintes, un peu la souffrance, mais on se dit que peut-être que vu qu'on a la blouse, en fait, on est un peu protégé, on est un peu, je vais pas dire un super-héros, mais un super-héros, ça se plaint pas, un super-héros, ça a pas de faille, hein. Un super-héros, il écoute, il sauve, mais dis-moi, même la kryptonite avec Superman, c'est un peu tabou. Et je pense que la plupart des propriétaires ne voient pas justement cette souffrance qui est derrière, et on la cache énormément. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ça nous dessert énormément. En parlant du moins quand j'ai lancé justement le projet Veto Plus, j'ai eu beaucoup de témoignages de vétérinaires, même d'amis hein, qui, pour moi, tout allait bien de leur côté et qui m'ont parlé de leur souffrance au quotidien, le fait de pas pouvoir s'arrêter, le fait de même entre amis de pas se dire qu'il y avait des moments où ça allait pas, des moments de dépression, des gens qui prenaient des médicaments alors que leurs collègues ou leurs femmes n'étaient pas au courant. Des gens qui ont fait des tentatives de suicide alors que sur le papier ou quand on les voyait en photo ou quand je les voyais au quotidien tout allait bien, ils avaient le sourire, je voyais pas que ça cachait énormément de choses derrière ces sourires. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je me rends compte aussi de mon côté, plus on parle entre nous, plus on se rend compte que c'est quelque chose de systémique. En fait, c'est pas une personne par-ci par-là, c'est plutôt une majorité qui se sont sentis mal à un moment donné. Alors il faut pas forcément en faire une généralité permanente, c'est-à-dire que bien sûr c'est normal de parfois avoir des coups de mou et de se sentir mal, mais je pense qu'il est important, et c'est un peu l'objectif aussi aujourd'hui, ou dans ce que tu fais ou dans ce que je fais à plus large échelle, de pouvoir identifier les moments où c'est pas normal en fait de se sentir mal,
quand ça dure, quand on en vient à prendre des médicaments, quand on vient à pas en parler. Voilà, tout un tas de choses sur lesquelles il est important de parler aujourd'hui, que les maladies mentales sont encore très tabous, que la France est le pays où on prend le plus d'antidépresseurs aussi. C'est pas que les vétérinaires. Enfin bref, je diverge, mais tout ça pour dire oui, tu as raison. Beaucoup de gens sont concernés. Alors ma question suivante, c'est de dire, en fait, et c'est ce qu'on veut faire tous les deux, c'est pas passer notre temps à nous plaindre, à s'apitoyer sur nos sorts respectifs ou à ceux de la profession, c'est de dire ok, il y a un souci. Comment on fait en fait? Justement, le projet de Veto Plus, c'était de faire justement des vidéos pour essayer de déceler des fois des petits, comme on fait dans notre profession, des petits symptômes qui vont dire, là, ça va pas, là, faut peut-être lever un peu le pied et se donner le droit aussi de se lever le pied personnellement. Pour des collègues, voire dans une équipe, même des responsables de structure, de faire attention aux autres, que ce soit au veto, mais on n'en parle pas non plus assez, aux ASV où il y a aussi un mal-être, et de se dire à un moment, même si jamais ça a l'air d'aller, pas hésiter à en parler et puis mettre des mots sur des mots, avoir des outils en fait pour en parler, et puis avoir le droit d'avoir des faiblesses et puis d'avoir des hauts et des bas, mais toujours s'aider en fait. Voilà. Et aider justement aussi les étudiants. Je pense que il y a une formation à faire au niveau des étudiants pour dire faut faire attention à chacun, faire attention à soi, éviter le surmenage, faire attention justement à pas se faire déborder par rapport aux émotions des propriétaires. C'est pas non plus de se mettre un bouclier, mais déceler en fait ce problème-là. Voilà, faire attention à soi. C'est très très important. Très clairement. Je reviens aux particularités individuelles et d'individus qui se retrouvent souvent chez les vétérinaires, ce côté super-héros que tu as mentionné. Une très belle analogie parce que les super-héros, effectivement, ils ont tous un tendon d'Achille qu'on a tendance à renier. Mais alors pour moi, une des problématiques vient du fait qu'effectivement, on se voit en super-héros, en sauveur, et que ces exigences-là, on se les inflige à nous-mêmes, mais on les inflige aussi à nos confrères, à nos consoeurs, à nos ASV, à nos secrétaires, à toutes les personnes qui sont dans notre entourage, dans nos familles aussi. Et ce qui fait qu'on est dans un état perpétuel de surpassement de soi, on inflige aux autres, et du coup on a une perte de bienveillance, on a une absence de bienveillance de soi-même, vis-à-vis de soi-même, et donc vis-à-vis des autres. Et donc, ça crée un environnement qui est très destructeur, en fait. Et au moment donné où soi-même, on commence à faillir, on passe par cette première étape de déni, et puis quand on arrive en burn-out, c'est trop tard. Et même à ce moment-là, et tu pourras peut-être en parler, on a du mal à accepter que c'est vraiment le cas, parce qu'on se croyait complètement infaillible. Exactement. Moi, j'avais honte de mon état à un moment en me disant, aussi vis-à-vis de mon père, en me disant, je suis pas bien, je dois m'arrêter, et puis de me dire, mais j'ai pas le droit d'arrêter par rapport à justement mes collègues. Je les trahis en même temps. Si jamais je m'arrête, ils vont avoir encore plus de travail. Vis-à-vis de mes parents aussi, de me dire, je suis pas comme vous, j'arrive pas à tenir la route, je suis pas à la hauteur. C'est difficile, c'est vraiment très très difficile. Donc j'avais envie à un moment d'aller encore plus dedans et puis de me dire non, c'est des histoires, je suis plus fort que ça. Même vis-à-vis de mes propriétaires d'animaux, je me disais j'ai pas le droit de le faire, j'ai pas le droit de m'arrêter, j'ai pas le droit de lever le pied. Et ça c'est encore plus douloureux parce que je me suis encore plus
perdu un moment. Et je pense que c'est un mauvais exemple aussi vis-à-vis des collègues en disant je vais pas bien, mais je vais encore plus dans le boulot. Oui, complètement. Et en fait, cette barre, on se l'inflige à nous-mêmes en fait, cet état d'esprit, parce qu'en fait, on se rend compte quand on appelle de l'aide, les gens sont là, ils sont généralement très contents de le donner, et très peu de gens en fait seront dans le jugement. Donc en fait, on est seul responsable du jugement qu'on se donne, ce qui rend la tâche d'acceptation encore plus difficile. Tu l'as bien dit, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai toujours en fait voulu, du moins un de mes missions de vie, c'est surtout d'aider les autres. J'ai été pompier pendant un peu plus de 15 ans, et c'était toujours porter justement de l'aide aux gens. Et puis dans la profession de vétérinaire, c'était pareil. Mais c'est comme si jamais je refusais à un moment l'aide des autres, parce que je me disais mais je nécessite pas en fait de l'aide, quoi. J'en ai pas besoin. Alors que c'était une de mes plus grosses erreurs que j'ai pu faire. Et pourquoi tu te disais que t'avais pas besoin? Qu'est-ce que tu penses qui était moteur de ça? Parce que si jamais on m'aide, en fait, je pourrais pas aider les autres, et puis je serais plus utile en fait. Donc j'étais un peu sur le banc de touche. Ouais, donc des croyances limitantes qui t'empêchaient d'avancer, enfin pas qui t'empêchaient d'avancer, mais ouais, qui venaient te contrarier en tout cas. Et est-ce que du coup le burn-out ça a été un peu le déclencheur, donc ça t'a permis, j'imagine, de déconstruire toutes ces choses-là. Quelles sont les étapes et la durée? Alors donc j'ai fait un burn-out en septembre 2019. J'ai levé un peu le pied au tout début, c'est-à-dire que j'ai travaillé une journée de moins par semaine. Je me suis rendu compte que même une journée de moins, ça suffisait pas. Et je continuais à avoir justement des maux de crâne, des maux digestifs, encore plus d'ulcères, comme si jamais je me torturais tous les jours. Donc j'ai décidé en mai 2020 justement d'arrêter complètement la pratique et de me lancer complètement justement dans Veto Plus. Il y a eu aussi une chose en plus juste après l'arrêt de l'activité, c'était le décès de mon père. Et donc mon père a pris sa retraite 10 ans avant justement son décès, et de me rendre compte encore plus, ça confirmait mon choix en disant que il a sacrifié un peu sa santé, sa vie, justement pour sa profession. Et ça m'a fait encore plus réfléchir au sens de ce que je faisais tous les jours. Voilà. Est-ce que tu penses que si tu savais tout ce que tu sais aujourd'hui, donc post-burnout, tu vois, toutes les réalisations que tu as eues, est-ce que tu penses que tu aurais pu éviter ce burn-out si tu t'étais pris, je sais pas, 5 ans, 10 ans avant? Honnêtement, je pense pas. Mais maintenant, je pense que le burn-out, c'est peut-être une des meilleures choses qui soit arrivée aussi dans ma vie. C'est comme si jamais on donnait un petit carton jaune, et puis pas directement le carton rouge, mais un bon avertissement avant, je sais pas, d'avoir un infarctus ou d'avoir un problème fatal. Voilà, c'est peut-être avec le recul, c'est peut-être une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie, ce burn-out. Parce que tu t'es rendu compte de ta trajectoire de vie qui devait changer. Exactement, ça me fait penser un peu à ce que disait Steve Jobs justement quand il s'est fait renvoyer de l'entreprise qu'il avait créée, d'Apple. C'est que le traitement était douloureux, mais le patient en avait besoin.
Et ça a été une sacrée claque, hein. C'était très 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 douloureux, que ce soit point de vue physique, mais aussi point de vue mental, hein, de passer une activité où on fait pratiquement du 24/24 à du jour au lendemain de se dire on se sent encore, je vais pas dire inutile, mais quand tu lèves le pied du jour au lendemain, tu t'obliges à réfléchir, alors qu'à la fin, du moins pendant tout un moment, j'avais tellement la tête dans le guidon, j'avais les consultations qui s'enchaînaient, je prenais des fois les consultations des autres, j'essayais d'aider mes confrères, du moins je voulais aider mes confrères, mais je pense que c'était pas forcément la bonne chose, et ça m'empêchait de réfléchir, et puis lever le matin à 5h et puis coucher à 21h, c'était pas une vie non plus, hein. Non, et tu soulèves un sujet qui est hyper intéressant aussi, c'est le sujet de l'utilité et du sens dans les métiers de soins, qui fait la boucle, hein, avec ce qu'on disait avant, mais ce côté, un peu le syndrome du sauveur, hein, je pense que c'est un peu ça, de lâcher prise là-dessus et du coup avoir un peu l'impression d'être inutile, en fait, hein, moins, si on travaille moins, si on lâche prise, si on prend des jours de congé, lâcher sur cette idée que, en fait, si on ne fait pas, on n'est pas assez, et que peut-être on peut être utile différemment. Déjà, si on évite le burn-out, on sera beaucoup plus utile que si on va droit dans le mur. Mais c'est un état d'esprit très très vraiment pas facile à adopter, et des croyances qui sont difficiles à déconstruire. Exactement. Mais ouais, c'est vrai que j'avais tendance à toujours en faire trop, en fait. C'est jamais suffisant, c'est jamais bien, et tu voudrais, même des cas un peu désespérés, tu veux toujours en faire plus, et t'as tendance un peu à te faire manger un peu tous les jours, que ce soit par les propriétaires, par volontairement, je pense, par tes collègues qui te donnent des fois les cas un peu difficiles, et toi tu les prends plus facilement pour les soulager, et puis à la fin t'as la tête sous l'eau, hein. Moi, je me suis pris le burn-out comme une énorme vague, en fait, qui m'a submergé, et puis pas pouvoir respirer pendant pas mal de temps. Alors toi, t'as bien sûr trouvé ta voie. En tout cas, tu te donnes la chance d'évoluer différemment avec Veto Plus. Je sais que tu m'as parlé d'autres projets aussi. Est-ce que, parce qu'évidemment, j'ai envie, en tout cas, de pouvoir donner des solutions, changer de profession ou évoluer différemment dans sa profession en est une. Est-ce que tu penses que c'est la seule façon de sortir d'un burn-out, ou est-ce que tu penses qu'il y a des solutions en déant le métier même, on va dire, de vétérinaire praticien, qui permettent ensuite de continuer suite à un burn-out? Je pense que, du moins en regardant ce qui est fait dans les autres pays, je pense que le modèle qu'on avait avant, il a un peu changé. Je pense que le modèle de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est remis en question, le temps partiel, et puis peut-être aussi se dire, on fait peut-être pas cette profession toute sa vie, puis se dire dans le coin de la tête que c'est possible de faire autre chose. Moi, c'est ce qui est le plus important dans la profession, c'est de transmettre. Alors c'est pas forcément, on a de la chance d'avoir une super profession qui nous ouvre beaucoup l'opportunité de faire beaucoup de professions après, du moins d'utiliser notre diplôme autrement, et puis c'est ce que je veux faire maintenant, et puis aider justement, aller à la rencontre justement d'étudiants, à la rencontre de personnes justement qui m'inspirent, et montrer justement les différents aspects de notre profession vétérinaire. Oui, parce qu'on a tendance à oublier ou ne pas savoir même qu'il y a de multiples facettes à notre profession, que vétérinaire praticien c'en est un, mais
mais qu'il y en a plein d'autres. Et ça aussi, ça demande un certain lâcher prise. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées autour du fait que être un vrai vétérinaire, je l'ai abordé notamment sur Instagram, être un vrai vétérinaire, c'est être vétérinaire praticien. Je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que être un vrai vétérinaire, c'est plutôt un état d'esprit, pas forcément lié à juste vétérinaire praticien. Tu sais, même vis-à-vis de mes enfants, hein, de dire que je vais pas forcément à la clinique pour soigner, mais aller à la rencontre. Mais mes enfants m'ont demandé, mais alors t'es plus vétérinaire? Et c'est vrai que c'est compliqué de leur dire, si je suis vétérinaire, mais autrement. Maintenant, ils commencent à le comprendre, mais c'était pas forcément évident de l'expliquer à ma fille de 4 ans et à mon fils de 6 ans. Mon fils de 6 ans commence à le comprendre en disant, bah oui, papa, il fait des reportages, il fait des vidéos, et puis je leur montre ce que je fais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était même pour moi m'en convaincre aussi, hein, pour être sûr de me dire, bah voilà, vétérinaire, c'est pas seulement faire des injections, faire aller mettre au monde justement des veaux ou des chiots ou des chatons. C'est autre chose. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai que les gens nous le rappellent régulièrement. Pas juste les enfants, mais... Et donc, les animaux, ça ne te manque pas? C'est généralement la première question. Et la réponse, généralement, est bien sûr que oui. Mais qu'il y a d'autres façons de soigner les animaux. En tout cas, ça, c'est ma réponse. Ce qui me manque le plus, c'est peut-être l'esprit d'équipe qu'on peut avoir en back-office, le fait d'organiser, le fait de, peut-être, je vais pas dire diriger, mais manager justement mon équipe avec les ASV, les petites pauses café, les petites d'opérer. Ça me manque beaucoup. Des fois le rapport justement avec le propriétaire, aussi ce rapport de confiance, croiser des gens. C'est vrai que quand tu changes complètement d'activité, tu vois beaucoup moins de monde, tu côtoies beaucoup moins de monde. Ce qui me pesait à un moment, c'est ces responsabilités beaucoup trop importantes que j'avais dû porter, mais maintenant qui parfois peuvent me manquer. Mmh. J'aimerais reboucler vers... tu vas me dire, je fais beaucoup de boucles. On a abordé pas mal de sujets de différentes manières. Pour les personnes, évidemment, qui se sentent concernées par ce qu'on dit là et par le burn-out et le mal-être. Et je rappelle aussi, on n'est pas obligé d'arriver au burn-out. Il y a beaucoup d'étapes avant qu'il fait bon d'identifier. Est-ce que tu t'es fait accompagner, c'est-à-dire par un psy, par un coach, par d'autres types de médecine alternative peut-être? Est-ce que tu peux en parler? Alors, je me suis fait accompagner par un coach perso. Je pense que qui m'a beaucoup aidé en me disant, il y avait pas que le burn-out, c'était en fait comme un vase qui déborde en fait. C'était un surplus de choses et qui m'a permis justement de faire ressortir des choses que j'avais complètement enfouies à l'intérieur de moi. Mais je pense qu'on peut pas le faire tout seul, ce travail-là. Et donc c'était avec un coach perso qui m'a permis justement de montrer que j'étais pas que vétérinaire et que j'étais une personne, que j'étais quelqu'un qui était empathique, sensible, et que ma vie ne se résumait pas à mon activité de véto. Tu sais, ça c'est intéressant, ça me fait penser ce que tu dis là, un article que j'ai lu il y a pas si longtemps, ils appellent ça le blurring. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, oui. Mais c'est cette idée que la vie perso et la vie pro s'entremêlent vraiment très fortement. Et du coup, on perd un peu son identité, ou que son identité devienne son métier, en fait. Et que, et du coup, ça, on se retrouve dans des problématiques comme le burn-out, parce que on a du mal à s'extirper ou extirper qui on est de son quotidien, de son métier. Et oui, le coach, moi j'aime beaucoup. Tu pourras commenter aussi les approches généralement du coach. Après, c'est chacun, je pense, doit trouver
la personne, quelle que soit la profession, qui lui convienne. Je suis d'accord avec toi pour dire de se faire aider quand c'est comme ça, c'est essentiel, je pense. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse en sortir tout seul. Ou si on s'imagine qu'on peut en sortir tout seul, on est de nouveau en train de retomber dans l'engrenage d'avant, de se dire voilà, on est super-héros, c'est bon, je vais y arriver, je vais m'en sortir, etc., etc. Je pense que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui va nous aider à prendre du recul. Et puis on n'est pas, enfin c'est aussi chacun son métier. J'ai envie de dire, Exactement. c'est comme on peut dire, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin, j'ai pas besoin d'aller chez le kiné, etc. parce que je sais faire, ou j'ai pas besoin d'aller faire de la compta parce que je sais faire. C'est de dire qu'en fait, voilà, moi je peux très bien faire mon métier de vétérinaire, mais dans un cas précis, j'ai besoin de me faire aider. Et un coach, enfin les coachs généralement des approches, ils sont formés pour. Et ils peuvent nous permettre de détricoter toutes ces choses qui sont devenues un petit peu, je sais pas si ça se dit marasmique, quand on a l'impression d'être embourbé. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Et je pense que c'est important, du moins, c'est vrai qu'un ami, ça pourra toujours aider, mais un ami, ça peut écouter, mais je pense que ça veut pas faire de mal en disant des fois certaines choses, on n'ose pas. Tandis qu'un coach, moi je sais que à certains moments on me disait mais là t'es en train de dire ce qu'il faut pas, ou tu te poses les mauvaises questions, donc t'auras que des mauvaises réponses. Des fois de mettre un petit point là-dessus et puis d'avoir un peu de recul, ça permet de dire les choses simplement, de voir un peu plus loin, puis pas forcément avoir le côté bienveillant, mais en même temps d'avoir justement un horizon beaucoup plus large que pourrait avoir justement un ami, je pense. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir épauler, mais à certains moments mettre aussi un coup de pied au cul en disant, ou une bonne claque en disant que là ça va pas. Et puis ça sera le premier justement à vouloir s'en sortir. Tandis qu'un ami, des fois ça peut être compliqué parce que on n'ose pas trop secouer un ami, des fois, où on peut aussi se mettre par rapport à l'histoire qu'on peut avoir avec cet ami-là, se mettre à sa place. Ou ça peut être un peu compliqué. Tandis qu'un coach, non. Un coach est là vraiment pour faire grandir en fait les choses, pas pour se mettre à la place, pour penser à la place d'eux, mais plutôt de faire un peu faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en fait dans la personne. Donc oui, bien sûr, moi je pense que c'est indispensable, même quand ça va bien, hein, mais d'avoir un coach. Hein. Je pense que beaucoup les grandes personnes ont énormément de coachs. Hein. Oui, totalement. J'allais justement rebondir là-dessus en disant on n'a pas besoin d'attendre d'être mal pour avoir un coach. D'ailleurs, un coach, la terminologie vient de coach sportif, hein, donc c'est comme quand on veut s'améliorer en sport, on peut prendre un coach. Si on a envie de s'améliorer dans son quotidien et de s'épanouir, on peut prendre un coach. C'est très bien. Je pense que encore une fois, il faut arrêter de se dire qu'on peut tout faire tout seul. C'est pas une nécessité non plus de stigmatiser le fait que les jeunes aujourd'hui, ou même les moins jeunes, hein, je me mets dans la catégorie moins jeunes, ont envie de se sentir bien dans ce qu'ils font. Et quand on ne sait pas forcément comment se sentir bien dans ce qu'on fait, c'est pas problématique en fait d'aller chercher de l'aide ailleurs. Faut pas tomber dans l'excès inverse, bien sûr, de se dire faut que je me sente bien tout le temps. Ça, c'est une erreur, c'est sûr. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est normal d'avoir des moments dans sa vie où on se sent pas bien. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où on se sent pas bien que ça y est, on sombre en dépression, qu'on va aller vers le burn-out. Il faut pas stigmatiser cette partie-là non plus. Mais on peut chercher de l'air. C'est normal d'avoir envie de s'épanouir. On va vivre de plus en plus longtemps. Donc autant vivre bien. Et si on a besoin de chercher de l'aide pour ça, pourquoi pas. Oui, c'est important. Très important. Je pense que tu diras. Alors, en tout cas, moi, le message que j'aimerais faire passer, tu diras ensuite le tien. Puis on pourra aller sur d'autres sujets, mais c'est de vraiment dire
ok, bon, il y a tout un tas de problématiques aujourd'hui que l'on sait dans la profession, mais en tout cas, j'aimerais encourager les personnes qui écoutent d'aller à l'extérieur. Enfin, il faut aller à l'intérieur de soi, mais il faut aussi aller à l'extérieur de soi pour chercher de l'aide et pour s'épanouir, se sentir bien dans son quotidien en fait, et que ça doit pas être dur en fait. Tout ce que j'entends aujourd'hui dans beaucoup d'amis qui sont vétérinaires et à travers la profession, c'est que c'est un métier dur, qu'on est fatigué, qu'on s'en sort pas. Et je comprends toutes les raisons pour lesquelles les gens ont ces ressentis, mais en fait, ça doit pas être une fatalité. Et il faut trouver des solutions, ces personnes-là doivent trouver des solutions, soit pour continuer à être praticien, ou soit si vraiment ça va pas, en fait, pourquoi pas changer. Voilà. Exactement. Je pense que on a le choix. Hein. C'est un choix aussi d'aller bien. Et comme tu le disais, hein, faut d'abord aller bien. Faut chercher la solution à l'intérieur de soi. Mais justement, je pense aussi qu'il faut le faire. Si jamais on veut le faire aussi pour les autres, faut le faire aussi pour soi. Et c'est quand je vois, en fait, j'ai 2-3 amis là qui vont pas forcément bien, mais qui s'interdisent justement en disant ouais, mais je le fais pas parce que je suis pas heureux, mais j'ai une telle pression derrière que ça va pas aller. Mais je disais qu'il y a des répercussions sur lui, mais il y a aussi des répercussions sur sa famille, dans son équipe. Donc c'est lui qui doit prendre le choix justement d'aller mieux et de vouloir que ça aille mieux. Après, ça va suivre. Je sais pas si je demande ce qu'on a dit, un enregistrement un peu en état brut. J'avais pas envie qu'il y ait de ligne directive à ce podcast, et je suis très contente de la façon dont on échange. Je me pose la question là, je me dis est-ce qu'il y a d'autres détails dans lesquels on devrait aller? Est-ce que parce qu'évidemment, notre avis, ça ne tient qu'à nous, voilà. Les gens peuvent être d'accord, pas d'accord. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait aborder plus dans ce qu'on dit là, aller plus dans le détail? Qu'est-ce que t'en penses? Après, je sais pas si c'est des choses à dire, mais je pense que, tu vois, je voudrais bien que dans ma cotisation ordinale, il y ait une part que l'on donne justement pour Veto Entraide, pour justement prévenir de la souffrance justement au travail. Je pense que ça serait important. Je pense que ça serait une option, du moins un cours obligatoire durant nos études, justement cette facette-là aussi de notre profession, justement de faire attention à soi et puis de voir ces symptômes-là, et puis au sein d'une équipe, le fait de comment dire, le bien-être au travail devrait être une option, même pas une option, hein, une matière obligatoire. Ouais, très bien. J'aime bien que tu tailles sur ce sujet-là et ouais, on avait dit cassons les tabous, donc cassons-les. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression, et pareil, on peut être d'accord, pas d'accord, que il y a pas assez de choses qui sont faites encore aujourd'hui au niveau de la profession, en tout cas au niveau des institutions. Bien sûr, il y a Veto Entraide qui sont colibris, comme on dit, voilà, qui font ce qu'ils peuvent, mais ça reste une association, et que parfois c'est un peu facile de se dire ok, il y a une association qui gère la chose, et qu'il y a des responsabilités à prendre au niveau des institutions, au niveau des écoles. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas assez. Oui, il y a des choses qui, quand on me pose la question, oui, il y a des choses qui sont faites, mais quelles choses? Est-ce que c'est suffisant? Moi, je vois beaucoup de sondages, d'enquêtes qui passent de think tank qui se créent. Arrêtons de penser. Faisons. Exactement. Serait un peu mon bâton de pèlerin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Enfin, on sait que la profession se passe mal. On sait qu'on est dans un des taux les plus élevés de suicide. On connaît principalement les raisons. Pour moi, c'est pas une enquête de plus qui va nous donner la solution. C'est en faisant des choses directement, en enseignant dans les écoles, en accompagnant des cliniques. Il y a des ressources RH externes qui peuvent être internalisées. Il y a des coachs qui existent. Enfin, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui peuvent être faites assez rapidement, selon moi. Hein.
Encore une fois, ça ne tient qu'à moi, pour rentrer dans un engrenage positif. Parce que je pense qu'il y a aussi un élément de victimisation aujourd'hui. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle je m'en étais écartée, de des situations difficiles avec les propriétaires, les situations difficiles par rapport à métier. Et bien sûr, toutes ces choses-là existent et c'est important d'avoir un exutoire. Mais quand cet exutoire devient, encore une fois, un marasme, pour utiliser le mot 2 fois, où on se sent embourbé, où c'est les mêmes personnes qui parlent et que les gens qui ne parlent pas lisent ça et se sentent encore plus mal, pour moi, c'est pas une solution non plus. Exactement. On entretient justement notre mal-être sans se tirer vers le haut. Et je pense que même j'ai encore vu certaines choses dernièrement vis-à-vis du bashing qu'on peut nous avoir dans les structures vétérinaires, on a tendance même à se le faire entre nous. Et c'est quelque chose qui me révolte, qui me donne envie de crier. J'ai pas fait. Il y a quand même une éducation en fait à refaire à l'intérieur de nous, et puis de retrouver du lien entre nous. Même si jamais on est chacun différent, on a quelque chose en commun et puis quelque chose à retrouver dans la profession. Et ça, il y a vraiment des choses à faire rapidement. C'est ça, on balance le mot assez facilement de confraternité, mais je suis pas sûre qu'on en saisisse entièrement la définition aujourd'hui. Et que c'est assez facile de dire mon confrère, ma consoeur, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est censé dire pour nous et pour la profession? Et si oui, appliquons-la, parce que on revient à ce qu'on disait au début, par rapport à aux intransigences qu'on se met à nous et qu'on met à notre environnement. Eh bien, pour moi, c'est pas forcément ça rentre pas forcément dans la définition de confraternité. J'avais un projet de faire un mini-film pour justement pour les étudiants, mais aussi pour les vétérinaires qui pratiquent, pour montrer justement, pour mettre des mots sur des mots, mais pas forcément pour donner aussi un visage optimiste de la profession et donner justement des outils pour l'équipe véto, pour éviter justement la dépression, le burn-out ou même le suicide. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Alors, je sais pas, j'essaie de regrouper parce que ça demande pas mal d'argent et puis pas mal d'autorisation aussi. Mais j'ai de plus en plus de gens qui me témoignent justement l'envie justement de participer justement à ce tournage-là. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Mais c'est chouette. Et c'est encore une fois une façon de donner la voix et libérer la voix à la profession et de montrer surtout qu'il y a des solutions. Exactement. Alors j'ai l'impression que, je dis souvent ça, mais c'est parce que c'est vrai, qu'on pourrait parler pendant encore longtemps. Ça fait 1 heure déjà, donc c'est pas mal. Les sujets sont vastes et on pourrait en parler pendant des heures. Et alors avant de clore, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter aujourd'hui? Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Je voudrais retrouver un peu plus d'optimisme dans notre profession. Partager justement notre passion avec justement les gens qui vont sortir. C'est difficile de s'en paraître pour un vieux con, de dire de faire chacun attention à soi, mais justement de donner de l'optimisme pour notre profession. Et je pense que c'est une super profession et je pense qu'il faut faire attention à soi aussi. Ouais, c'est une belle clôture. Faire attention à soi, je pense que c'est super important, faire attention à soi, faire attention aux autres.
Tous les deux, je pense qu'on a envie de partager tout un tas de choses pour que les gens puissent faire attention à soi. Voilà, pour ma part, du coup, j'en profite pour un appel à des personnes qui voudraient s'entretenir avec moi sur ce podcast. J'ai envie de parler d'un tas de choses qui est une ligne éditoriale, une ligne conductrice, que ce soit sur je sais pas, le syndrome de l'imposteur, le burn-out, voilà, on en a parlé aujourd'hui, l'hypersensibilité, la féminisation de la profession, l'écart générationnel, le harcèlement au travail. Voilà, j'ai envie qu'on puisse parler de ça librement, sans que ce soit de la victimisation, qu'on en parle, qu'on dise que ça se passe, qu'on dise comment ça s'est passé pour nous, mais surtout qu'on se dise voilà, c'est ok d'en parler, et surtout comment on fait pour l'éviter soi-même, et comment on fait pour l'éviter au sein de la profession, parce que c'est selon moi en parlant qu'on va faire changer les choses. Donc voilà pour moi mon côté clôture. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup à toi Sophie, merci de ton authenticité et puis de tout ce que tu peux apporter justement par ce que tu fais, par tes podcasts à la profession. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.